suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au large de Roscoff, la petite île de Bas, longée par le Gulf Stream, abrite un jardin envoûtant, dissimulé derrière un épais rideau d'arbres. Au début du XXe siècle, Georges de Lasselle, un assureur parisien, a l'idée folle de créer un jardin exotique sur une île vantée où ne pousse aucun arbre. Après 30 ans d'abandon, le jardin est redécouvert par quelques passionnés qui vont le réhabiliter. Son charme est celui des îles au trésor. Benjamin Gou est le jeune chef jardinier, responsable de la palmeraie, creusée au cœur du jardin par Georges de Lasselle. Benjamin, les cuvettes, les creux, les dépressions et puis cette ceinture de cyprès qui borde le jardin Georges de Lasselle sont assez caractéristiques. C'est un peu l'identité de ce jardin. Est-ce que finalement ces techniques sont des conditions sine qua non pour créer notamment cette palmeraie? Sur l'île de Bas, on dit en breton que le vent il souffle toujours, avec l'azo atao. Et Georges de Lasselle a été évidemment impacté par ce problème. Donc du coup, il a demandé à un ami à lui, Jean Dybowski, qui était directeur du jardin de Nogent-sur-Marne, comment il fallait faire. Et Jean Dybowski lui a dit, il faut que tu fasses comme dans le désert, il faut que tu creuses des cuvettes pour pouvoir te protéger du vent et ainsi pouvoir établir tes collections. Donc en fait, c'est un microclimat dans un microclimat qui permet en fait aux palmiers d'avoir une relative humidité permanente et voilà, quasiment zéro contrainte pour pouvoir pousser tranquillement à l'abri du vent. Alors ce qui est étonnant ici, c'est que la surface de la palmeraie, elle n'est pas très grande, Non. mais vous avez une collection qui est spectaculaire. Est-ce qu'il reste des sujets qui datent de l'époque de Georges de Lasselle aujourd'hui? Oui, il y en a quelques-uns. On a le Camerops humilis, donc ce palmier-là, qui a 140 ans, qui a été planté par Georges de Lasselle, qui est toujours là. Celui qu'on appelle le palmier nain. Voilà, le palmier nain, ouais, qui est encore spontané en France, dans la région de Menton. Et puis on a le Trachycarpus fortunei, donc le palmier de Chine, qui est largement acclimaté en Europe et où on a quelques sujets encore centenaires. Ici, vous avez des palmiers un peu plus intrigants. Oui, on a certaines raretés en fait qui sont assez rares en culture, notamment en culture extérieure, et qui se sont très bien acclimatés parce qu'on a les climats qui correspondent à leur région d'origine. Et ouais, ça donne de très beaux spécimens. Alors là, on est en présence du palmier le plus méridional qui existe sur Terre. Donc c'est le palmier qui pousse le plus au sud de l'hémisphère sud. Ouais. Donc c'est le palmier Nikao, qui est originaire de Nouvelle-Zélande. Son nom commun, c'est le palmier blaireau, parce qu'en fait, il a la forme d'un blaireau dont se servaient les anciens et encore certaines personnes pour se raser. Comme un plumeau, en fait. Voilà, comme un plumeau. Ouais. Alors, sur un palmier, il n'y a pas plusieurs bourgeons, comme sur les branches d'un arbre. Il n'y en a qu'un, ce qui explique notamment la petite enveloppe qui vient protéger ce bourgeon qu'on appelle le bourgeon apical et qui va toujours tirer l'arbre vers les verticales. Sur le palmier Nikao, le renflement qui lui donne un peu cet aspect cuirassé. Ouais, cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là va permettre en fait au palmier de se protéger des prédateurs qui voudraient justement arriver à son cœur de palmier parce qu'il est comestible et ainsi le manger, quoi. Et pas n'importe quel prédateur. Alors on a des prédateurs plus récents qui sont les Maoris qui raffolaient de ce cœur de palmier, mais on a aussi sûrement des oiseaux géants qui ont colonisé la Nouvelle-Zélande il y a des millions d'années et qui devaient vraisemblablement avoir envie d'aller picorer le palmier.
Le jardin Georges de Lasselle est protégé contre les vents du nord et de l'est par une ceinture particulièrement dense de cyprès de Lambert et par une vaste cuvette artificielle qui accueille la collection de palmiers. Une nécropole néolithique est mise au jour dans la prairie lors de l'aménagement du jardin. À l'ouest, la collection botanique accueille notamment les cactées, un jardin de plantes australes, un jardin maori et plus au sud, le jardin de la Lande fleurie qui s'ouvre sur la mer et les dunes de l'île de Bas. Guénaëlle Daujon est journaliste. Ancienne habitante de l'île, elle s'est beaucoup intéressée à la vie de Georges de Lasselle. Guénaëlle, quelle est l'histoire de ce Parisien, Georges de Lasselle, qui décide de construire ce jardin exotique sur l'île de Bas? Ici, c'était loin, on était très très loin de Paris. Je crois même qu'il fallait 18 heures de train. Puis après, il y avait le bateau à voile pour arriver là. Enfin, c'était très compliqué. Lorsque Georges est arrivé ici, sur cette lande de sable à l'est, exposée au plein vent d'est, il a décidé d'y créer un jardin. Ce qui était a priori complètement fou. Et alors, on sait pourquoi il choisit ce lieu en particulier, cette parcelle? C'est-à-dire qu'en effet, c'est assez mystérieux. Certains disent que Georges Lasselle il avait un côté très mystique. Ici, c'est un lieu très chargé. Il y a une croix mérovingienne. Et lorsque Georges a commencé à creuser pour protéger les végétaux des vents, très vite, il est tombé sur ces tombes de l'âge de bronze, très très anciennes. Et il les a en effet mis en scène dans certainement une volonté romantique de montrer qu'il avait les bases et les fondations assez anciennes pour constituer un jardin. Alors, quand il compose son jardin, il vit encore à Paris ou est-ce qu'il est à plein temps ici sur l'île de Bas? Alors, d'abord, il commence à acheter une première parcelle, et puis une deuxième, une troisième. Ça se fait sur plusieurs... Petit à petit. Pendant quasiment une vingtaine d'années, il continue de vivre à Paris, il continue d'être assureur. En mai 1918, en un mois, soudainement, il démissionne des assurances, il vend sa maison et il vient s'installer définitivement sur l'île. Et qu'est-ce qui lui prend, Guénaëlle? Alors, apparemment, il apprend qu'il a une tuberculose. Et se sachant malade, il décide de se consacrer entièrement à ce qui est devenu sa véritable passion. Et il décide de venir s'installer ici, sur l'île. De s'isoler aussi? Alors, il a une intégration pas forcément évidente avec l'île aussi, puisque ce grand mondain, presque aristocrate, arrivant ici pour faire un jardin d'agrément, alors que c'est une île agricole, était quand même vu de manière un peu surprenante. C'est une curiosité. C'était vraiment une curiosité. Et je pense qu'autant les plantes s'acclimataient merveilleusement bien, autant lui a quand même eu, je crois, à la fin de sa vie, vraiment souffert de solitude. Cette passion botanique l'a totalement englobé, isolé des hommes, loin de ses amis. Et je pense qu'il a vécu une histoire d'amour immense, mais qui n'a peut-être pas totalement comblé son besoin d'humanité. À la mort de Georges de Lasselle en 1944, la Seconde Guerre mondiale dévaste le jardin. Laissé à l'abandon pendant une trentaine d'années, le terrain est finalement racheté par l'aérospatiale qui y implante une colonie de vacances. Piétiné, ensablé, le jardin est progressivement envahi par la nature. Jusqu'au jour où un petit groupe de bénévoles, guidés par les moniteurs de la colonie de vacances, devine la magie du lieu, derrière l'abondance anarchique de la végétation. S'inspirant des photos prises par Georges de Lasselle, il se lance à la redécouverte de son jardin. Philippe Fénion a fait partie de la petite équipe qui a sauvé ce jardin de l'oubli.
Philippe, dans quel état le jardin se trouve lorsque vous le redécouvrez dans les années 80? C'était pas une friche, je définirais plutôt ça comme un jardin piétiné, hein. Il y a des enfants qui jouent à côté, parce que c'est avant tout un centre de loisirs ici. Donc le jardin était ouvert à tout vent. Quelconque citoyen peut passer ici. Les enfants jouaient dans ce jardin. Donc destruction involontaire, on va dire. Et qu'est-ce que vous découvrez ici quand Alors vous arrivez? qu'est-ce que je découvre? Au niveau botanique, pas grand-chose, si ce n'est 2 Phoenix carnariensis de forte taille, ce qui m'a permis tout de suite de me dire que ce climat était très particulier. Le climat de cette île est particulier, parce qu'on arrive quand même à, sous ces latitudes, à obtenir des essences, à enraciner et à durcir des essences qui sont originaires des Canaries. Et puis la preuve qu'il y avait eu un jardin. Un jardin sur une île, c'est une chose que je n'imaginais pas. Mais quelques traces quand même de l'ancien jardin ou pas? Alors, de loin, on imagine qu'il y a quelque chose, d'où l'envie de s'approcher. Quand on pénètre dans l'espace de ce jardin, il y a déjà des tombes celtes, il y a des petits murets qui sont structurés, pierres sèches, donc on comprend assez vite qu'il y a eu quelque chose. Comment vous y prenez pour le redécouvrir? Quels sont les outils? Est-ce que vous êtes nombreux? Dès le départ, nous avons fait participer des amis, pas forcément du métier, mais qui avaient l'enthousiasme de chercher, de découvrir de nouveaux murets, à qui trouvera un puits, ce qui a été fait. Inévitablement, il y a des tombes, donc il y a un côté magique dans ce jardin. Le côté trésor a toujours été enfoui dans les têtes de tous les intervenants ici. Mais le trésor, c'est le jardin. Et tout le monde s'y met, les habitants de l'île aussi? Il y a quelques Iliens qui s'étonnent un petit peu de voir des gens un peu fous comme moi, avec des cheveux longs, jeunes. Les débuts, je devais avoir 26 ans. Arriver ici, désherbé. Et assez vite quand même, je dirais à moyen terme, on a vu des gens prendre contact avec nous. Et eux avaient envie que ce jardin revive, parce qu'ils l'avaient connu jeune, dans un bien meilleur état qu'il ne l'était à cette époque-là. Et on fait quoi? On commence par défricher, on nettoie, on dessine des allées, on replante? On commence, on se dit, tiens, il y a un truc à dégager. Ça peut être un arbre, ça peut être une pierre. Ça commence comme ça, du désherbage, le bas de gamme du jardinage. Il faut imaginer qu'on a enlevé des tonnes et des tonnes de déchets naturels, j'entends, de sable. À l'endroit où nous sommes, c'est une plateforme actuellement. Il faut imaginer, tout ceci était ensablé. D'ailleurs, si on voit sur cette zone, on voit bien une haie qui a été plantée à titre de protection des végétaux. Tout ceci était recouvert de sable et de plantes sauvages. Donc tous les cheminements, c'est vous qui les avez créés ou ils existaient déjà? Les chemins, il y a une évidence. Effectivement, on a repris les chemins qui se sont faits naturellement par la présence des visiteurs, puisque ce jardin n'était pas clos, l'enthousiasme des enfants à se cacher dans cet espace naturel. On a fait avec naturel et logique, on a repris des tracés. Est-ce que c'était vraiment les tracés de départ? Je ne sais pas. En 1992, le jardin ouvre ses portes au public et devient 5 ans plus tard la propriété du Conservatoire du Littoral. Il accueille depuis une collection de plantes exotiques qui n'a jamais cessé de s'accroître au fil des échanges avec les autres jardins botaniques, mais aussi des voyages de quelques-uns de ses jardiniers. Botaniste, Florian Dubo travaille à l'acclimatation des plantes exotiques du jardin qu'il va chercher lui-même au Chili ou en Nouvelle-Zélande. Florian, nous sommes dans la pépinière, exactement dans la serre de la pépinière du jardin Georges de Lasselle. Comment fonctionne cette serre et comment dialogue-t-elle avec le reste du jardin? Donc ici, en fait, on sème des espèces qui vont bientôt être introduites dans le jardin. Donc on a... La première étape, c'est dans la serre. C'est dans la serre, donc on part beaucoup de la graine, en fait, pour enrichir les collections, qui permet d'avoir plus de diversité. Donc on a des échanges avec d'autres jardins, on a des dons d'autres personnes aussi, des passionnés, et certaines espèces que j'ai ramenées moi-même de voyage. Ensuite, une fois que les semis ont germé, on les repique une première fois et après on les acclimate à l'extérieur de la pépinière. C'est-à-dire qu'ils sortent de la serre. Ils sortent de la serre pour prendre l'air, pour durcir un petit peu et pour grossir. Et une fois qu'ils sont prêts, souvent à l'automne, on les implante dans le jardin. Les installer. Donc à l'automne, on fait tous les massifs. Les massifs qui doivent être refaits sont refaits à l'automne et enrichis en nouvelles espèces. Les semis qu'on a là, c'est des semis, toi qui t'intéresses particulièrement, parce que c'est des semis que tu es allé récolter
Au Chili. partie, oui. Ouais. C'est Parce que ce qui t'intéresse, c'est la flore chilienne surtout. Oui. Rien à voir avec le climat qui est ici, alors. Si, il y a quand même des correspondances. Entre la Bretagne et le Chili. Entre la Bretagne et le Chili, on n'a pas assez de pluie, hein, ça serait bien d'avoir un peu plus, quoi. Dans le sud du Chili, c'est quand même très humide, donc ça permet de faire passer quelques espèces du sud du Chili. Après, c'est plus compliqué pour les espèces du nord du Chili, donc atmosphère très sèche. Et c'est pour ça aussi que je prends des cactus de la côte, donc qui résistent bien à l'humidité et à la salinité un peu de l'air. Tu dis que vous n'avez pas assez de pluie en Bretagne? Non, on n'a pas assez de pluie en Bretagne. On a vraiment encore moins sur l'île de Bas, les endroits les moins arrosés de Bretagne, quoi, malheureusement. La plupart des plantes exotiques rapportées de l'hémisphère sud par Florian sont plantées dans l'espace appelé les terres australes. Florian, dans quel milieu écologique sommes-nous dans cet espace précis des terres australes? Donc là, on est dans des espèces de sous-bois et des espèces de milieux humides, donc avec cette zone qui a été aménagée en cuvette. Toujours le Chili ou pas? Le Chili, la Nouvelle-Zélande, principalement, Tasmanie. Donc ici, on a un sénécio qui vient du Chili, qui pousse sur les berges. Ici, là. Sénécio smithi, que j'ai ramené l'année dernière du Chili en graines, et qui va fleurir pour la première fois cette année. Ça, c'est ce que tu as rapporté en graines l'année dernière. Donc déjà, qui a pris un volume spectaculaire quand même. Qui a poussé toute la saison dernière, et puis cet hiver était en repos, et là, il est reparti au printemps. Donc c'est la famille de la marguerite, la famille de la pâquerette. Les astéracées, les chrysanthèmes. Les chrysanthèmes. Et quelle taille ça va faire, ça, alors? Ça va monter à peu près 1m50, 1m50, 1m60, avec des marguerites grosses comme ça, presque 10 cm. C'est là qu'on voit que les astéracées, elles ont des formes extrêmement différentes. C'est là qu'on voit aussi que du coup, la classification des espèces se fait sur la morphologie de la fleur et non sur la feuille. Ouais, parce qu'on voit bien que là, ça n'a rien à voir avec une marguerite. Par contre, quand la fleur va arriver... Là, on va reconnaître la marguerite avec son cœur jaune et ses pétales blancs. On a une espèce qui vient des îles au sud de la Nouvelle-Zélande, donc qui a des feuilles de taille assez imposante. Donc ça, c'est une espèce qui n'a jamais rencontré d'herbivores, donc qui a pu développer des feuilles de grosse taille, qu'on appelle les méga-herbes. C'est un groupe de plantes qu'on trouve que sur les îles du sud de la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de se défendre. Donc il a pu développer des feuilles très très grandes pour capter un maximum de lumière. En plus, c'est des espèces qui poussent dans des zones où l'ensoleillement n'est pas très important, donc c'est aussi un facteur qui a fait que les feuilles sont devenues grandes. C'est un myosotis, alors? C'est un myosotis, donc c'est la famille du myosotis, Boraginaceae, donc avec des fleurs bleues, là. Et alors, contrairement au myosotis géant, celui-ci, il a développé une stratégie pour se défendre de certains prédateurs. Oui, il a des feuilles qui ressemblent un peu à des dents de scie, donc très rigides, avec des petites dents sur les côtés. Très rustique. Très rustique, et c'est une espèce qui s'est adaptée à la prédation par les dodos, les kiwis, donc tous les oiseaux coureurs de Nouvelle-Zélande. Donc avec des feuilles très rigides, un peu piquantes. Donc on peut imaginer le bec qui rebondit sur la feuille. Donc ça ne va pas les intéresser. Ça ne va pas les intéresser, on n'a pas l'impression que ce soit comestible non plus. Donc c'est une espèce qui, à partir de 3 mètres, 3,50 m, va changer de feuille. Donc quand le danger est passé, elle se libère, entre guillemets. Et elle va avoir des feuilles beaucoup plus larges, beaucoup plus fines, et avoir un rendement de photosynthèse beaucoup plus important. Ouais, parce que c'est vrai que là, pour capter le soleil, c'est un peu compliqué. Là, elle est plutôt contrainte. Comment vous choisissez le lieu d'installation de chacune de ces plantes une fois qu'elles sont sorties de la serre et de la zone d'acclimatation? En fait, elles sont plantées selon leurs exigences, on va dire, écologiques. Donc celle-ci a besoin d'une situation mi-ombre, avec un sol assez riche et en même temps drainant. Ici, on a une espèce, le sénécio qu'on parlait tout à l'heure, qui est plutôt des sols saturés en eau, donc vraiment un sol lourd. Et ensuite, on a des différents espaces avec une partie pour les forêts humides, du sud du Chili et de Nouvelle-Zélande, Tasmanie. On a de ce côté-ci les plantes de montagne, donc dans la rocaille. Donc tout ça, c'est des nouveaux massifs qui ont été en partie constitués grâce à tes récoltes et grâce à tes voyages. Ouais, c'est une partie qu'on a beaucoup développée les dernières années dans le jardin. Cette collection botanique compte aujourd'hui plus de 2500 espèces originaires des 5 continents, dont certaines sont devenues endémiques.
Sur cette île d'agriculture maraîchère, les habitants ont appris à protéger leurs champs des vents marins en les entourant de haies protectrices et de murets, tout comme le fera Georges de Lasselle lorsqu'il créera son jardin. Jean-Pierre Nicolas est arrivé en 2001 sur l'île de Bas comme directeur de l'école. Il a tout de suite été fasciné par le jardin Georges de Lasselle. Alors Jean-Pierre, on l'a compris, on est sur une île battue par les vents, une île introvertie, une île avec un sol ingrat, une île dont on fait le tour en moins de 3 heures, une petite île, et pourtant, à moins de 500 mètres du centre-bourg, on retrouve un jardin qui nous permet de nous évader, de sortir de cette île et d'aller visiter le Chili ou, comme c'est le cas ici, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Tout à fait. Et c'est ça qui est absolument fabuleux dans ce jardin. C'est que dès qu'on sort du bateau et qu'on met le pied sur l'île, on sent bien qu'il y a une certaine hostilité climatique. On sent le vent, on sent des éléments hostiles. Et donc on se trouve ici dans une sorte de lieu complètement décalé, avec un contraste extrêmement important, avec effectivement des plantes qui, pour la plupart, viennent de l'hémisphère sud, qui se sont acclimatées remarquablement à ce climat qui n'est pourtant pas le leur. Ouais. Alors effectivement, ça paraît un petit peu très décalé par rapport au reste de l'île, mais je crois que c'est toute la merveille de ce qu'a réussi à faire Georges de Lasselle, c'est qu'il a réussi à créer Un petit paradis. un petit paradis dans un endroit où vous ne pouvez pas imaginer du tout cela. Et c'est vrai que quand on pénètre pour la première fois dans cet endroit, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Je rêve. Tout d'un coup, quand on rentre dans le jardin, on va pouvoir se projeter, s'évader Oui, et rêver d'ailleurs. oui, maintenant qu'il est ouvert au public, ce jardin, c'est effectivement une invitation au voyage. C'est complètement exceptionnel. Tant et si bien que quand ce jardin a été en déshérence, comme il était à l'abandon, du coup, pas mal d'habitants de l'île sont venus prendre ici et là quelques plants et les ont plantés aussi dans leur propre jardin. Ouais. Donc du coup, vous avez aussi, sans arriver à une île luxuriante comme le jardin, mais vous trouvez partout dans l'île des indices. Vous avez des palmiers dattiers un peu partout, vous avez des chamaéropes subilis un petit peu partout, vous avez des phormiums un peu partout, et puis vous avez surtout l'extraordinaire plante qui fait corps avec l'île, c'est l'agapanthe, quoi. Cette belle plante qui s'ouvre un peu comme un feu d'artifice originaire d'Afrique du Sud. Bleuté. Voilà, bleuté. Il y a aussi des blanches, bleues, violet. Et vous en avez partout. Le jardin ne ressemble plus à celui que Georges de Lasselle a connu. En s'y promenant aujourd'hui, son créateur y retrouverait ses palmiers, ses agaves, mais il y découvrirait aussi de nombreuses plantes qu'il n'aurait jamais rêvé d'acclimater. Cet esprit d'expérimentation persiste grâce à l'audace de ces jeunes jardiniers, qui jouent à leur tour avec les possibilités de l'île. Benjamin, j'ai l'impression que le poids du patrimoine n'est pas très lourd à porter ici, que vous avez une marge de créativité qui est énorme. Bah oui, après, on sait pourquoi on est là, on sait que c'est grâce à Georges de Lasselle, c'est lui qui a créé le jardin. On ne sort pas du tout du cadre, hein, mine de rien, même si on est assez créatif. On reste sur les mêmes thématiques, on est sur l'acclimatation de plantes, on reste sur l'acclimatation de palmiers aussi, on crée des ambiances comme il l'a fait, on essaie de créer des chambres, d'améliorer les chambres qu'il a créées. Mais vous en faites encore un lieu d'expérimentation. Oui, toujours. Ouais. Faut pas oublier que ça reste un jardin d'acclimatation, donc même s'il y a une dimension paysagère, ça reste un lieu pour acclimater des espèces. On essaye d'acclimater environ entre 200 et 300 espèces par an. Un jardin, c'est toujours en mouvement. C'est ça aussi qui permet de ne pas rentrer dans une routine jardinière qui pourrait être ennuyeuse à la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est mélanger travail et plaisir. Et oui, au jardin, on peut dire qu'on s'éclate plutôt pas mal.